on peut rester sur l'image du président Giffard. Lui, en 1860, c'est lui qui signe les droits avec le Vatican, le concordat qui permettra désormais à Haïti de décider de qui va gouverner. Donc, il faut savoir quand même qu'une fois que Haïti devient indépendante, eh bien, elle se retrouve confrontée aux pressions et aux blocus et à une forme d'embargo exercée par les Américains et par les Européens, notamment les Français et les Anglais. Donc, la seule voie de salut qu'ils ont pu trouver, c'est de se rapprocher du Vatican. Alors ici, par exemple, vous avez Toussaint Louverture, qui est l'un des grands héros de la Révolution, un des pères fondateurs d'Haïti, même s'il n'a jamais eu l'occasion de gouverner, puisqu'il sera arrêté, capturé et déporté en France. Il mourra dans le Jura, au fort de Joux. Voilà. Mais c'est un très grand combattant, on dira Toussaint Bréda même. Il porte plusieurs noms, mais on dit Toussaint Bréda. Donc on peut voir l'image suivante. Oui. Là, ici c'est Jean-Jacques Dessalines, c'est le père de la nation. C'est lui, il faut comprendre ce qui se passe, ce qui arrive à Haïti. Lui, on peut considérer que c'est l'un des premiers panafricains. Pourquoi je le dis? Il écrit au président Jefferson, le président américain, en lui disant, bon, ben nous sommes prêts à vous acheter tous les Noirs qui sont aux États-Unis pour leur offrir une patrie libre qui sera Haïti. On vous paiera, mais vous nous les envoyez. Et là, Jefferson, il se dit, mais si nous n'avons plus de bras pour faire tourner le pays est mort. Donc ce monsieur, c'est un dangereux. Et donc, autant les Anglais, les Américains et les Français se faisaient la guerre, mais sur cette question-là, ils s'entendent. Ouais. Voilà. Et donc, il y a un complot qui est monté, et sous la gouvernance sous l'influence de Pétion, il y a un complot qui est monté, et Jean-Jacques Dessalines, père de la nation, sera assassiné au Pont Rouge. Voilà. Et il y a justement un général qui arrive d'une autre région très éloignée du pays, qui s'appelle Yayou. Et ce général, qui est aussi un Ougan, va lui passer l'épée au travers du corps à 3 reprises en disant oui, dire qu'il y a encore 15 minutes, c'est celui-là qui faisait la pluie et le beau temps en Haïti. Voilà. Et donc, il faut comprendre aussi que Haïti a été vu comme une menace pour le système esclavagiste et pour l'Europe. Et dès cet instant, ils ont commencé à la combattre. Ils ont cherché à la combattre militairement, administrativement, mais le problème, c'est que Haïti avait pris son indépendance militaire et administrative. Donc, eh bien, ils vont passer par une autre voie qui est la voie de l'Église, de l'évangélisation. Et par ce biais-là, il va y avoir une entreprise, on peut qualifier de satanique ou démoniaque, de déconstruire, on va dire chez nous, démouner les Haïtiens, démouner l'Haïtien pour qu'il ait honte, qu'il ait un rejet de ce qu'il constitue, de sa tradition. On peut passer à l'image suivante. Oui. Alors, cette image, c'est le président Lysius Salomon Jeune. Alors, il faut savoir qu'à cette période où il gouverne, c'est aux alentours des années 1888 par là, il va avoir maille à partir avec un autre François Denis Légitime, qu'on appellera le général d'Avril. À cette époque-là, Haïti est très florissante. Très florissante. On n'a pas idée. C'est peut-être l'un des pays avec la monnaie la plus forte. D'accord ? Plus de 50 000 Guadeloupéens, Martiniquais et Noirs américains vont fuir leur pays pour venir travailler en Haïti et vont s'y établir. À l'époque, une gourde haïtienne vaut 50 $. Ah ouais. Une gourde haïtienne vaut 50 $. Bien évidemment, ça ne va pas durer parce qu'en 1915, Haïti sera envahi et la réserve d'or de la Banque nationale d'Haïti sera volée. Voilà. Ouais. Image suivante. Alors voilà, François Denis Légitime, c'est celui qu'on appelle le général d'Avril, puisqu'il faut savoir que le corps professionnel le mieux représenté
au niveau de la présidence en Haïti, ce sont les généraux. La majeure partie d'entre eux, ce sont des généraux et qui deviennent présidents de la République et parfois se font aussi nommer président à vie. Donc lui, il a 2 périodes de gouvernance, c'est-à-dire qu'il va faire déjà un mouvement insurrectionnel, on va l'appeler pour cela le général d'avril, parce que cela aura lieu à cette période-là. Ça va être de courte durée, à peu près 3 mois, et ensuite il va y avoir 2 ou 3 ans où il va rester au pouvoir, et ensuite on n'entendra plus parler de lui. Voilà. Donc, et lui, il est dit qu'il reviendra. Mais il y a... Alors lui, il a le fait d'armes qu'il a initié en Haïti, c'était en 1888, 100 ans après, 1989, eh bien, il y a un autre général, enfin, Prosper Avril, un colonel, qui prend le pouvoir, mais ça ne dure pas. 3 mois après, il n'est plus là. Voilà. Image suivante. Alors ici, vous avez un président qui est très très important, c'est le 4e gouvernant d'Haïti qui s'appelle Jean-Pierre Boyer. Jean-Pierre Boyer, c'est lui qui va mettre fin à beaucoup de choses. Il va veiller jalousement sur l'indépendance d'Haïti, tant militaire qu'administrative, mais que spirituelle. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le pape envoie son nonce apostolique. Et ce nonce apostolique, qui s'appelle Michel de Glory, Monseigneur Michel de Glory, va essayer de, sous couvert de venir réorganiser l'Église catholique en Haïti. Eh bien, il va donner des prêches où il va dire aux gens, nous demandons aux anciens esclaves de retourner chez leur maître. Et quand Jean-Pierre Boyer entend cela, eh bien, il surveille secrètement tout cela, et puis un jour, il envoie l'armée, on capture tout ce beau monde, ils sont battus et remis sur un bateau. Et quand ils sont mis sur le bateau, quand on lui donne l'information comme quoi le bateau a vraiment pris la mer, quand il arrive au large, il dit « canonnez-moi ça ». Voilà. Carrément. Voilà. Après, alors... La France qui ne s'avoue pas vaincue, parce qu'il faut savoir que Monseigneur de Glory, c'était un agent secret de Charles X, qui était le roi de France. Donc, ils ont cherché par une image qui était hors de tout soupçon, en l'occurrence un nonce apostolique, pour pouvoir réinstaurer un certain nombre de choses et tenter de reprendre la main sur Haïti. Et en tout cas, le président Boyer va régler cette question-là. Et ensuite... reste le problème des loges maçonniques, parce qu'en fait, les colons, ce sont des Français qui sont le plus souvent affiliés au Grand Orient de France. Mais, bon, certains Haïtiens ont déjà commencé aussi à être initiés dans... Oui, bien sûr. Et donc... il avant qu'un jour, dans les loges, ils ont reçu un message disant vous êtes indépendant administrativement, vous êtes indépendant militairement, mais spirituellement, n'oubliez pas que vous êtes toujours dépendant du Grand Orient de France. Et lui, il va dire casse-code. C'est-à-dire que en 1822, il va déclarer la fondation du Grand Orient d'Haïti. Et donc, les loges maçonniques haïtiennes vont affirmer aussi leur indépendance. C'est-à-dire qu'on ne rejette pas l'esprit maçonnique, en tout cas à cette époque, mais il y a la volonté de manifester cette indépendance d'Haïti dans tous ces Donc la première religion devient le vaudou. Alors le vaudou est bien évidemment bien présent, puisqu'il faut savoir par exemple que la femme de Jean-Jacques Dessalines c'était une grande mambo, d'accord, celle d'Henri Christophe aussi, d'ailleurs je crois que c'est la même. Il faut savoir aussi que beaucoup de ces présidents à un certain moment étaient eux-mêmes des initiés ou avaient des épouses ou dans leur entourage des personnes qui étaient... Donc, à ce moment-là, quand Jean-Jacques Dessalines crée la constitution impériale, c'est peut-être la plus avant-gardiste qui existe, parce que la question de la religion est laissée à la liberté de chacun. Il n'y a pas il n'y a pas de religion d'État. Les gens sont libres. Et c'est après, quand ils vont faire la constitution républicaine, sous pétion,
que les choses vont changer. Et Pétion va déclarer que la religion catholique, c'est la religion de la majorité des Haïtiens. Ouais. Voilà. Mais donc, ce que Jean-Pierre Boyer a fait est extraordinaire. Et c'était aussi un visionnaire, quelqu'un qui avait vu loin pour son pays. Malheureusement, il sera renversé et il finira ses jours en France. Voilà. Alors ici, c'est Dumarsais estimé, c'est celui qui a repéré François Duvalier. C'est peut-être le président le plus visionnaire qu'Haïti ait connu. Il avait vu une organisation, on peut le comparer à Félix Proto pour la Guadeloupe. Ouais. Il avait une vision de l'organisation du territoire qui est extraordinaire et des choses qui n'ont jusqu'à maintenant pas été mises en œuvre. Mais c'est lui aussi alors on dit que c'est un noiriste. Pourquoi? Il faut savoir que pendant longtemps, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de l'Église, eh bien, les prêtres n'étaient pas ordonnés, les Noirs n'étaient pas ordonnés. Ici aussi, on a connu ça, on disait qu'il ne faut pas ordonner les Noirs parce qu'ils ont le sang chaud, ça va être une catastrophe. Mais à Haïti, c'était pareil. Et il n'y a pas d'évêque noirs, il n'y a pas de prêtres. Donc ils sont, même quand ils sont à l'intérieur de cette de l'Église, mais ils sont relégués sur les bancs du fond. Et donc c'est avec Dumarsais estimé, avec d'autres aussi, que va commencer à s'inverser les choses et que justement on va commencer à voir apparaître des prêtres noirs en Haïti, des évêques noirs en Haïti, voilà. Et Dumarsais estimé aussi, tout visionnaire qu'il était, il se sera fait aussi des ennemis et il va être renversé par Louis Magloire. Louis Magloire, lui, qui est un général et qui va vouloir prendre le pouvoir. Ensuite, quand Duvalier arrive, lui, il va fuir aux États-Unis. Et à la mort de Papadoc, il va vouloir revenir. Mais bon, quand on... Ouais, on a été. On ne revient pas. Mais justement, à la suite de Papadoc, alors, juste pour terminer, ici, nous avons une photo du président Giffard. Le président Giffard, c'est sous sa présidence que sera signé en 1860 le Concordat, les lois concordataires auxquelles Duvalier va renoncer. Et ce qui lui sera reproché parce qu'en fait, c'est comme si on avait jugulé la liberté d'Haïti et alors qu'ils ne sont pas des catholiques, eh bien ce sont les lois, ceux qui gouvernent et ceux qui président au destin d'Haïti réellement, vont lui faire le reproche d'avoir renoncé aux droits concordataires. Voilà. Juste une petite précision. Le vaudou, c'est pas une religion, en fait, c'est une spiritualité. Il faut faire la différence entre une religion et la spiritualité. La religion, c'est un projet politique par lequel qui sert d'instrument de domination des autres. D'accord? Et on impose sa vision à tout le monde de façon manichéenne, en fait. Si vous n'êtes pas avec moi, vous n'avez pas le vrai Dieu, etc., etc. Donc, on utilise cela pour partir à la conquête du monde. Vous voyez, ce qu'on fait, les paroles qu'on prête à Jésus, faites des témoins par-delà le monde. Voilà. Donc, c'est un projet de conquête. Tandis que la spiritualité, c'est un projet de civilisation. La spiritualité repose sur l'existence d'un ancêtre primordial que toute la communauté reconnaît. Mais si ce n'est pas votre ancêtre, je ne vois pas ce que vous voulez faire. Un Néerlandais qui aurait la prétention de dire qu'il réclame, par exemple, le royaume Congo. Non, ce ne sont pas vos ancêtres. Tout à fait. Voilà. Vous voyez, donc il n'y a pas de phénomène de conversion aussi. Vous voyez, il n'y a pas de phénomène de conversion parce qu'il faut vraiment que ce soit votre ancêtre, que ce soit vos ancêtres et que vous vous inscriviez dans cette spiritualité, dans cette connexion avec les ancêtres, avec vos ancêtres personnels, pour pouvoir être vraiment dans cette pratique. Voilà. Tandis que la religion, eh bien, c'est un système de conversion, même si ce ne sont pas vos ancêtres, mais il y a une doctrine qui vous est inculquée et devant laquelle vous vous inclinez. Voilà. Donc on va quand même reparler du livre. Donc c'est Jean-Luc Duvial a écrit Le secret de Bébé Doc. Oui. Donc le livre que je montre. Prédiction et prophétie sur la perle des Antilles. Bon, c'est vrai qu'on a été
éduqués dans une image misérabiliste d'Haïti. Mais il faut savoir que Haïti, c'est l'Égypte sous nos yeux. Hein, parce que, tant du point de vue de la langue, vous voyez le drapeau, vous voyez les traditions. Par exemple, la fête Makaya qui a eu lieu à la fin du mois de novembre et qui se poursuit au mois de décembre. Bien, cette fête-là, c'est une fête authentique, fête égyptienne, ça s'appelait dans le temps la fête de Koyak ou la fête de Kouak. Et nous la pratiquons aussi parce qu'elle est liée à la notion de bain des marées, de nettoyer la maison avec des feuilles et tout ça. C'est la fête Makaya. C'est une ancienne tradition qu'on retrouve, on retrouve la trace dans l'Égypte. Ensuite, vous avez la façon. L'Égypte est fondée. Vous avez la Haute et la Basse Égypte, c'est 44 noms. Donc vous en avez 22 en Basse Égypte, 22 en Haute Égypte. Les noms, ce sont des provinces, ce sont des unités administratives du pays. Mais chaque unité administrative a son ancêtre, a donc son loi qui le représente. Et tous ces ancêtres divinisés siègent comme assesseurs au tribunal d'Osiris. Quand on parle du Panthéon vaudou, Haïti, c'est 21 départements, 21 provinces qui sont fédérées. Chaque province est représentée par un loi et ce loi siège dans le Panthéon vaudou et il y en a un supplémentaire qui fait 22. Voilà. Eh bien, cela signifie que le pays n'est pas protégé. Il faut comprendre que quand la cérémonie de bois caïman a lieu, ce n'est pas une simple cérémonie pour galvaniser les troupes, pour leur donner la force nécessaire pour affronter l'armée napoléonienne. C'est aussi un acte de fondation du pays. Et cet acte de fondation du pays est de même nature que l'acte posé par un pharaon qu'on appelle Narmer, qui passe pour l'unificateur de la Haute et de la Basse Égypte. Le rituel qu'il fait pour fonder la Haute et la Basse Égypte en tant que pays unique, double pays, c'est le même qui a été fait à Bois Caïman. Donc, ils ont posé des actes. Effectivement, cette fameuse palette du roi Narmer a été enterrée. Normalement, elle n'aurait jamais dû réapparaître à la vue des hommes. L'Égypte organisait son pays et posait ce qu'on appelle des bornes pour protéger le pays. Voilà, pour le protéger de toute attaque. Et Haïti, les pères fondateurs ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Ils ont posé des bornes pour combattre justement les forces mystiques des autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle un égrégore. Voilà. Et donc, le fait que le cercle soit ouvert, eh bien, Haïti est exposé. À tel titre que certains considèrent que quand un président est conscient de l'importance des actes posés par les pères de la nation, c'est-à-dire les bornes posées et tout, et qu'il veille sur cette protection du pays, eh bien Haïti émerge, Haïti est prospère, mais à partir du moment où on tombe sur un président qui n'est pas conscient de tout cela et qui néglige ces aspects, parce que souvent aussi quand les gens ont besoin de faire des projets immobiliers, ils n'hésitent pas à raser certains endroits où il y avait ces formes de protection, eh bien le pays déguste et ils expliquent deux phénomènes par cette négligence de ces éléments mis pour protéger le pays. Ils expliquent que si Haïti a été envahi en 1915 par les Américains, c'est justement par négligence de ces bornes. Ensuite, ils disent aussi que si la MINUSTAH est revenue en Haïti et pendant la période de la gouvernance de René Préval et qu'elle a pu rester aussi longtemps dans le pays, c'est justement parce que le pays n'était pas protégé et qu'il est impératif aujourd'hui de faire en sorte que ce pays soit protégé parce qu'il doit émerger. Mais nous savons qu'ils ont annoncé ce renouveau. Je crois qu'ils ont annoncé énormément de choses aussi pour le pays. Moi, ce que je comprends, Haïti doit passer par une certaine forme de catharsis, c'est-à-dire une espèce de purification.
C'est-à-dire qu'une fois que tout ceci sera purgé, eh bien, il ne restera plus qu'autre chose. Vous savez, quand on a touché le fond, on ne peut faire autre chose que remonter. Oui. Et je crois que c'est ce qui est annoncé. Quelque chose d'extrêmement positif pour le pays. Et ils ont dit que ce sera le président Lysius Salomon Jeune qui sera de retour. Vous savez, celui qui avait amené la prospérité dans le pays et sous sa gouvernance, une gourde haïtienne valait 50 $. Vous voyez? Donc, Haïti, il est dit que les ressources d'Haïti remonteront à la surface et que Haïti deviendra un pays prospère à tout jamais. Voilà, sous ce président, Lysius Salomon Jeune, eh bien, Haïti redeviendra, enfin on dit que sa réincarnation, enfin son retour, sera le signe d'une renaissance fondamentale et Haïti sera un pays riche, très prospère. Haïti étonnera le monde. Haïti sera un flambeau pour tous les peuples. Et je crois que déjà sur le point historique, c'est une mine d'or pour les chercheurs, pour les historiens, et qui nous renseigne sur notre propre situation. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, ils avaient dit qu'un jour, les ressources d'Haïti remonteraient à la surface. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'Haïti a du mercure, Haïti a de l'iridium, Haïti a du platine, Haïti a du cuivre, Haïti a du bauxite, Haïti a du pétrole. Et ils disent que le Venezuela a une réserve de pétrole énorme. Mais s'il faut comparer la réserve de pétrole d'Haïti comparée à celle du Venezuela, eh bien le Venezuela, c'est un mug et à côté, Haïti, c'est une piscine. Vous voyez? Bon, il y a l'iridium. L'iridium s'explique comment? C'est parce qu'on dit qu'une météorite est tombée il y a plusieurs millions d'années dans ce point-là, et que la condensation de tous les gaz et de tout ce qu'il y avait autour de cette météorite a fait qu'aujourd'hui, Haïti a des montagnes d'iridium. Et il faut savoir que le coût d'une tonne d'iridium, c'est 45 milliards de $. Et en Haïti, on a des montagnes. Donc, c'est un pays riche.